Je pense que ça échappe plus à personne désormais. Nous sommes, nous, sociétés les plus riches et les plus économiquement développées de la planète, sommes entrés dans une période d'incertitude, entre autres, marquée par une tension accrue sur les ressources et une multiplication de crises de diverses natures, hein, qui vont des crises sociales, environnementales, crises politiques ou sanitaires. Cette période d'incertitude a amené à revisiter en fait la façon de réfléchir à la prospective. On l'a vu dans les modèles précédents, hein, plus qualitative, moins en projection tendancielle, mais elle exige aussi de mieux analyser, comprendre les modalités de partage, de jeu de compétition, d'allocation, d'attribution des ressources collectives dans un contexte marqué par vraiment une sortie de ce qu'on appelait la société d'abondance qui a caractérisé, disons, les années depuis l'après-guerre. Donc, pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Isabelle Barraud-Serfati, qui est diplômée de Subdeco Paris, ou également du cycle d'urbanisme de Sciences Po, qui est la fondatrice et la directrice d'Ibicity, une structure de conseil en économie urbaine qu'elle a créée en 2010, hein, si mes notes sont bonnes. Elle enseigne parallèlement depuis 20 ans à Sciences Po au sein de l'école urbaine et elle est membre du comité d'orientation de la Fabrique de la Cité. Pour ceux qui travaillent sur la ville, c'est un think-tank qui réunit un certain nombre d'acteurs et qui est, piloté sous la houlette du groupe de Vinci. Elle a publié récemment un livre que je vous recommande qui s'appelle Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse aux éditions de l'Apogée à Rennes et qui va, je pense, lui servir un peu d'exemple aujourd'hui. Et personnellement, je trouve que c'est extrêmement intéressant et symbolique de s'intéresser au trottoir qui, par définition, est un espace public de la ville et qui fait l'objet maintenant de toutes les qui cristallise toutes les transformations d'une certaine façon de la ville, hein, avec des formes de privatisation. Normalement réservé aux piétons, il fait l'objet d'un usage de plus en plus partagé, voire de conflits d'usage que les Parisiens connaissent bien, avec les trottinettes par exemple, donc qui est assez intéressant et qui a été relativement peu étudié jusqu'à présent. Donc merci d'apporter ce sujet sur la table. Je vous laisse la parole. Merci pour cette introduction, pour cette invitation. Donc, vous avez compris, hein, je ne viens ni du monde de la mobilité, ni du monde des ingénieurs. Voilà. Donc, j'espère que ce que je vais vous raconter va vous parler. Néanmoins, en fait, donc j'ai assisté aux présentations de ce matin et j'ai l'impression que je vais peut-être que je vais traiter parfois des mêmes sujets, mais peut-être avec une manière de les regarder un peu différente. Donc, voilà, ça m'intéressera ensuite de voir si ça résonne pour vous. Alors effectivement, alors peut-être juste pour compléter la présentation, donc effectivement, moi je viens plutôt de l'approche financière des projets urbains. Moi j'ai commencé comme consultante en finances locales, donc sur les finances des collectivités. Ensuite j'ai travaillé 6 ans à la Caisse des dépôts et consignations sur le métier d'investisseur d'intérêt général. Ensuite j'ai travaillé 3 ans chez un promoteur développeur hollandais qui s'appelait ING, qui a fermé au moment de la crise financière en 2009. C'est à ce moment-là que je me suis mise à mon compte. Et en fait, j'ai 2 volets dans mon activité. Un volet qui est vraiment beaucoup plus centré sur l'aménagement. En fait, moi, le cœur de mon métier, c'est de travailler pour des aménageurs sur 2 sujets, le montage économique des projets urbains et puis de plus en plus la question de la stratégie de positionnement de ces acteurs, hein. Enfin, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je pense, hein, mais tout le monde se pose un peu la question de son cœur de métier et comment ils se déplacent sur la chaîne de valeur. Et notamment, les aménageurs se posent pas mal cette question. Ils ne sont pas les seuls. Et puis, j'ai un volet plus exploratoire avec des travaux, notamment des travaux sur lesquels je vais m'appuyer, dont je vous donnerai des références plus précises après, mais qui sont des travaux que je conduis avec Nicolas Rio de Partie Prenante, Clément Fourchy et Hélène Delay d'Espelia sur les nouveaux modèles économiques urbains. C'est des travaux qui sont financés par l'ADEME, la Banque des Territoires et le PUCA, qu'on mène depuis 2015 maintenant. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment la fabrique et la gestion des villes sont bousculées par les transitions numériques et écologiques. En fait, ce sont des travaux qui s'adressent plutôt aux collectivités locales, mais on a fait un volet plutôt côté opérateur. Voilà.
Alors l'idée c'était de faire à peu près 30 minutes de présentation et puis 20 minutes de questions-réponses, hein. On va voir, j'ai tendance à parler un peu vite, alors peut-être que je m'arrêterai avant. Et puis c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment vous réagissez. Alors le titre qu'on avait fixé quand on avait discuté avec Flore il y a maintenant quelques mois sur la présentation, c'était économie urbaine au service des transitions, comment allouer des ressources rares dans un monde incertain. Vous allez voir effectivement, plus ça va, il y a surtout une ressource rare dont je vais parler, mais il y aurait d'autres ressources, hein, dont on pourrait parler, qui sont notamment la question du foncier, par exemple, sur laquelle je travaille beaucoup, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui fait bousculer les métiers de l'aménagement et de l'immobilier, c'est le zéro artificialisation nette, hein, donc comment limiter l'artificialisation foncier. Et donc ça change beaucoup la question des modèles économiques. Évidemment, la question de l'eau est aussi un enjeu majeur. Voilà, peut-être. Enfin, voilà. Alors, peut-être pour commencer, vous dire que non, ça marche pas. Je ne sais jamais passer. Non, c'est pas ça non plus. Non. Alors, non. Voilà. Donc, moi, je revendique une approche économique. Bon, alors moi j'ai fait une école de commerce, j'ai pas fait une thèse d'économie, je sais pas très bien ce qu'est l'économie. Et en fait, la définition que je retiens, c'est celle que propose Bernard Maris dans son anti-manuel d'économie. Et donc l'illustration, hein, qui est là, qui peut vous surprendre, elle est issue de son livre, de son premier tome, hein, sur les fourmis. Et ce que dit Bernard Maris, c'est de quoi parle l'économie, du partage de la richesse, qui regarde le gâteau, qui tient le couteau. L'économie, c'est fondamentalement la question de la répartition. Pourquoi? Parce que la question du partage est liée à celle de la rareté et que sans rareté, il n'y a pas de problème économique, hein. Et là, c'est ce qu'on voit sur l'image, hein. On voit des petits gourmands qui mangent un gâteau et ça va être la question qu'on se posera tout à l'heure, hein, de qui sont les gourmands sur certaines ressources rares. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec cette définition fondée sur la rareté, bien on voit que l'économie rejoint l'urbanisme, en fait, parce que finalement l'urbanisme c'est l'art du partage des espaces, et donc au fond il me semble que c'est un point commun entre ces deux disciplines. Voilà. L'autre point, et donc, pardon, cette approche économique de manière plus opérationnelle, moi je vais l'aborder avec les outils de l'analyse stratégique, qui sont donc des outils qui sont plutôt issus à l'origine du domaine militaire, puis ensuite qui ont été transposés dans le domaine des sciences de gestion. Et c'est quoi la stratégie? C'est l'art d'allouer des ressources rares pour avoir un avantage compétitif sur le champ de bataille. Et cette idée donc d'art l'allouer des ressources rares, effectivement, elle me paraît absolument fondamentale aujourd'hui, dans la mesure où on a ce qu'on peut appeler une inversion des raretés. Alors je reprends ce propos de Jean-Michel Severino, qui était à l'époque, enfin il y a une dizaine d'années, le patron de l'Agence française de développement. Et moi, il m'avait donné une définition qui m'avait beaucoup marqué de ce qui était en fait l'enjeu du développement durable, comme on l'appelait à l'époque. Il disait, en fait, avant, la nature était rare et l'homme abondant. Maintenant, c'est l'inverse. L'homme est abondant et la nature est rare. Et en fait, c'est cette inversion des raretés qui est à l'origine de la prise de conscience qu'il faut aujourd'hui faire différemment, et de manière assez schématique, hein, ce qui est rare est cher. Qui dit inversion des raretés dit inversion des valeurs. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire que de justement aller traquer ces nouvelles raretés pour traquer les nouvelles valeurs, avec parallèlement la question aussi de ce que notamment Alexandre Monin a appelé les actifs échoués dans son livre que je vous conseille, qui s'appelle Politiser le renoncement, qui dit au fond il y a aussi des actifs qui n'ont plus de valeur, et qui prend en charge la perte de valeur de ces actifs. Est-ce que c'est le propriétaire d'un terrain qui avait été acheté pour être constructible qui va supporter la perte, ou bien est-ce que ces pertes sont mutualisées? Voilà. Donc cette question des valeurs, elle est importante dans les deux sens. Qu'est-ce qui prend de la valeur, qu'est-ce qui en perd, et comment tout ça est financé? Voilà, juste au départ, donc je pensais, on a conduit donc notamment une étude sur les modèles économiques urbains au défi de la sobriété. Finalement, je vais pas rentrer dans cette question-là aujourd'hui, mais juste quand même pour dire que l'hypothèse qu'on fait, ou enfin le constat qu'on fait, c'est que le modèle économique des services urbains, alors parce qu'on travaille simultanément sur la mobilité, mais sans être spécialiste, l'eau, les déchets, l'énergie, l'immobilier et l'aménagement, c'est que fondamentalement, le financement des services urbains en France, il est fondé sur une hypothèse implicite qui est celle de la croissance des consommations. Et nous, ce qu'on appelle sobriété, en fait, hein, c'est cette idée de dire, en fait, l'hypothèse aujourd'hui qu'il faut prendre en compte dans la délivrance d'un certain nombre de services urbains, c'est l'hypothèse d'une baisse des consommations.
En tout cas, l'hypothèse d'une hausse des consommations ne peut pas être l'hypothèse par défaut qui va servir à élaborer les modèles économiques. Il faut prendre en compte donc l'hypothèse d'une baisse des consommations. Souvent, la sobriété, elle est vue comme un objectif à atteindre. Il faut baisser les consommations. Nous, on dit, on s'inscrit pas dans un modèle, est-ce qu'il faut baisser ou pas les consommations, mais les consommations vont baisser parce que les politiques de sobriété encouragent à ça, parce que par ailleurs, il y a un certain nombre d'usages, de technologies qui permettent ça. Et la question qu'on se pose, c'est comment ça va impacter le modèle économique des opérateurs qui délivrent ces services, les collectivités et les opérateurs qui travaillent pour les collectivités, avec l'idée de dire si on traite pas cette question, le risque c'est que finalement les politiques de sobriété n'aboutissent pas. Voilà, et ça me permet de dire que finalement, voilà, moi la question que je vais me poser, c'est vraiment la question de qui sont les acteurs. Moi, je travaille pas mal avec des architectes urbanistes et souvent ce qui me frappe, c'est que ils font des très jolies maquettes. Je me souviens notamment d'un projet où l'architecte déplaçait des morceaux de sucre. C'est un peu caricatural. Mais souvent, ils disent on. Et moi, la question, c'est toujours derrière le on, c'est qui en fait? C'est qui l'opérateur et quel est son modèle économique? Voilà, donc ça, c'était pour l'approche économique. Alors, sur deuxième point, sur la notion de mobility as a service, donc je suis vraiment pas du tout une spécialiste. Néanmoins, donc c'est toujours là avec mes deux partenaires Espelia et parties prenantes, on avait travaillé là-dessus, notamment parce que ce qui nous semblait intéressant, c'est que ce qui advenait dans le domaine de la mobilité, avec la mobilité as a service, nous paraissait être quelque chose un peu en avance. Hein. C'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais disons en avance de phase par rapport à d'autres services. Et on s'est posé la question de savoir dans quelle mesure ce qui advient au secteur de la mobilité qui devient as a service n'est pas en train de se déplacer sur d'autres secteurs. Et puis, on avait travaillé aussi pour un grand groupe privé, justement, qui réfléchissait à everything as a service, la mobilité as a service, mais tout peut être as a service. Alors concrètement, une manière d'essayer de le comprendre, c'était ça, c'était l'idée de se dire, hein, donc là je vous apprends rien, mais j'essaye de le reformuler avec mes mots, c'était de se dire c'est quoi la mobilité as a service? C'est deux basculements en fait, c'est un premier basculement de la gestion des transports urbains. Enfin, c'est le premier basculement transport urbain à mobilité. D'ailleurs, hein, les autorités organisatrices de transport sont devenues des AOM, hein, des autorités organisatrices de mobilité. Donc ça, c'est quoi? C'est qu'on ne raisonne plus de station à station, mais d'un point A à un point B. Et puis, le deuxième basculement auquel on assiste, c'est le passage de la mobilité à la mobilité as a service, c'est-à-dire conçu depuis l'aval de la chaîne, et là je reprends vos termes, usager centrique, et puis un usager, j'ai vu sur le petit schéma de la présentation de Mariana, un petit usager qui effectivement souvent a un portable, en fait, hein, il est sur l'image de tes slides, et voilà, il est ici aussi le portable, avec l'idée qu'il y a et on peut, la flèche en haut, on peut aussi dire que c'est un autre basculement, c'est un premier basculement du produit au service, transport à mobilité, et un deuxième basculement du service à la solution. Mobilité as a service. Et du coup, ce as a service, il nous semble qu'il est lié à deux axes en fait d'évolution. Un premier axe, c'est l'élargissement du périmètre du service urbain. Quand on parlait transport public, on parlait métro, tramway, bus, voilà. Quand on parle mobilité as a service, eh bien, on rajoute les moyens de déplacement individuel. Et je vois bien que je n'ai pas mis la marche dans la slide, donc il faudrait la rajouter. Et puis également toutes les nouvelles solutions de mobilité partagée, quelles qu'elles soient. Et puis, donc ça c'est l'axe vertical, hein, donc élargissement du périmètre du service urbain. Et puis l'axe horizontal, c'est l'idée d'un déplacement de valeur vers l'aval, avec cette idée que justement dans une approche orientée usager centrique, on-demand, solution, eh bien l'idée c'est de se mettre à la place de l'usager final, consommateur, habitant, pour lui proposer souvent un bouquet de services qui va intégrer eh bien tout ou partie de ces modes de transport, enfin de mobilité là pour prendre ça, mais également tout ce qui va les permettre, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir aussi prendre en charge éventuellement la question des bornes de recharge pour alimenter les véhicules électriques, la question des stations de covoiturage, donc les parkings publics. Donc on est à la fois sur la question du service, mais aussi des infrastructures associées à l'intermodalité et justement à la mise en place de ces services. Et puis il y a des briques qui deviennent très importantes, les briques information et les briques paiement et les briques coordination.
Voilà. Et ça s'appuie sur. Alors maintenant, ça c'était quelque chose qu'on avait formalisé il y a longtemps. On l'utilise plus trop, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de le rappeler sur l'idée que la transition numérique, et là je parle bien que la transition numérique, plus que la transition écologique, c'était au fait fondamentalement 5 transformations majeures. La première transformation, c'était de l'hybridation. On le voit avec ce schéma et puis j'en reparlerai. La deuxième transformation, c'était l'idée de multitude. C'était alors, comme l'a dit, je crois que c'était Tarek, c'est le mine is yours. Hein, c'est cette idée que c'était le concept qui, moi, avait été très, très utile pour moi, qui avait été forgé par Nicolas Collin et Henri Verdier dans leur livre L'âge de la multitude, qui était sorti en 2011. Hein, cette idée que de plus en plus, en fait, les actifs sont distribués et que de plus en plus, en fait, on peut venir activer la valeur des actifs sous-utilisés, une place libre dans son logement, Airbnb, une place libre dans sa voiture, Blablacar, une place libre dans son coffre, une place libre pour transporter des colis. Et cette question de multitude en termes de modèle économique, elle est très importante puisque il n'est plus nécessaire de nécessairement maîtriser des gros actifs qui coûtent cher et qui constituent un coût important. Il est possible en fait d'intervenir avec des actifs qui sont distribués. Ensuite, c'était l'idée d'individualisation ou de sur-mesure. Et là, ça renvoie clairement à la notion de persona, en fait, puisque finalement, avant, il y avait un peu cette idée de raisonner sur un client, consommateur, habitant moyen. Effectivement, le persona, c'est l'idée de dire, bah non, en fait, le client moyen n'existe pas, il n'y a qu'une somme d'habitants spécifiques. Et alors, celui qui le formulait d'une autre manière, c'était Jacques Séguéla, le publicitaire, qui disait le big data a tué la ménagère de moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on avait besoin de cette figure de la ménagère de moins de 50 ans pour calculer un peu le panier moyen et voir quelles étaient les tendances de consommation. Le big data permet de casser ça. Ce que permet aussi le sur-mesure, c'est vraiment de pouvoir justement facturer selon l'usager, selon ses caractéristiques, selon son consentement à payer et puis selon l'usage. Voilà, la dimension temps réel, elle nous paraissait très importante aussi dans cette dimension mobilité as a service. Hein, c'est cette capacité d'instrumenter les systèmes pour permettre de synchroniser et de jouer sur l'écrétage des flux. C'est vrai que là-dessus, encore une fois, je vous dis que des choses, je pense que vous connaissez parfaitement. Voilà, j'espère peut-être que de les dire avec peut-être une autre manière est utile. Ça va. Et c'était l'idée de se dire que ce qu'on voit, c'est que ce qui existait dans le domaine de l'énergie, qui était le mécanisme de l'effacement, donc écrêter les pointes pour éviter de devoir financer des coûts trop importants, bah, finalement, c'est quelque chose qui existe pour l'ensemble des flux. Et si effectivement, on est capable d'écrêter les pics de circulation, niveau de batterie est faible. La présentation va disparaître bientôt. Donc, si vous voulez, je la défile en 2 minutes. Non et donc, si on est capable d'écrêter les flux, et effectivement, là, tout à l'heure, on parlait du pH. C'est vrai qu'il y a eu à un moment donné ces expérimentations de pH positif qui permettaient de diminuer un peu l'écrêtement. Et puis, dernier point du as a service qui me paraissait une composante importante, c'est la dimension souscription avec cette logique d'économie de la fonctionnalité et d'abonnement. Avec à nouveau, qu'est-ce qu'il y a dans le bouquet. Voilà. Alors, ensuite... voilà, donc ça, c'était sur la mobilité as a service. Et comme je vous disais, l'hypothèse qu'on fait, donc là je l'ai schématisé, hein, donc vraiment pour nous, ce qui est fondamental, c'est l'approche usager-centrique avec cet élargissement du périmètre du service urbain, le glissement de valeur vers l'aval. Donc ça, on peut dire que c'est une chaîne de valeur, en fait. Hein, et ça, je trouve amusant, c'est que dans ce qui a été présenté tout à l'heure, il y avait l'activity chain, qui partait voilà, c'est marrant parce que ça pourrait se présenter pareil, mais ça dit pas la même chose. Et du coup, le point de départ n'est pas le même. Là, le point d'arrivée ici, c'est bien l'habitant usager. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, eh bien, donc, ce glissement as a service, on va le constater dans l'ensemble des services. En tout cas, on fait cette hypothèse-là, que par exemple, l'enjeu jusqu'à présent, c'était celui de la distribution d'énergie et que ça devient celui de la performance énergétique. Et donc, quand on dit ça, eh bien, ça modifie complètement l'ensemble des parties prenantes qui sont parties prenantes du service, entre guillemets, de la performance énergétique, puisque par exemple, un bailleur social, un propriétaire qui va rénover son bâti d'un point de vue énergétique, eh bien, devient un acteur de la performance énergétique. De la même manière, cet hiver, hein, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait des marques de vêtements qui faisaient de la publicité sur des vêtements qui permettaient de se chauffer pendant l'hiver qui était très froid au moment où il fallait baisser d'énergie. Ben, on pourrait se dire que
je sais pas qui, Zara est une, je crois que c'est une publicité Zara, ou Decathlon, je sais plus, est un opérateur, enfin qu'un opérateur de vêtements est un opérateur de la performance énergétique. Pareil sur le traitement des déchets, on voit bien, alors là il y a quelque chose d'assez fondamental, c'est qu'il y a plus de déchets théoriquement. Enfin, l'idée, c'est qu'il y ait de moins en moins de déchets et que le déchet devienne une ressource. Et le passage du traitement des déchets à l'économie circulaire, là aussi, élargit le cercle des parties prenantes. Finalement, les acteurs traditionnels des déchets, ça va être par exemple les collectivités en régie ou un Veolia ou un Suez. Peut-être qu'un opérateur de l'économie circulaire, un des plus importants, c'est peut-être Le Bon Coin, par exemple, parce qu'il va permettre de faire en sorte que les choses s'échangent. Voilà, donc, et puis sur l'immobilier, alors là je vous ai pas mis parce qu'on s'écarte un peu du sujet, mais sur l'immobilier, on fait aussi cette hypothèse du logement as a service, en fait, qui concernerait qu'une partie, mais qui est de se dire finalement à un moment donné, aujourd'hui, comment, alors c'est des courbes en fait qui montrent l'évolution des modes de vie en fait, et comment adresser le fait que les gens, que la structure familiale, le niveau de salaire et les lieux de vie évoluent souvent beaucoup plus fortement qu'avant, et donc comment proposer un logement qui soit à tout moment adapté aux besoins de l'habitant. Voilà, donc ça c'est cette idée de dire voilà, ce changement as a service, on fait l'hypothèse qui concerne plein d'autres secteurs, avec une conséquence qui nous semble majeure, c'est que ça modifie complètement le paysage de la fabrique urbaine, et que la fabrique urbaine s'organise de plus en plus sous la forme d'écosystèmes urbains. Alors là aussi, le terme écosystème, c'est un terme aujourd'hui qui est très utilisé, très galvaudé. Moi, je me méfie un peu des termes à la mode, mais je crois qu'il dit quand même beaucoup de choses. Notamment, moi, il y a une définition que j'aime bien, c'est l'idée qu'un écosystème, c'est des chaînes de valeur qui se croisent. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand on voit l'élargissement du périmètre sectoriel, hein, c'est qu'on a aussi ces hybridations, l'énergie qui devient au cœur de tous les projets. Et donc, on a en fait de plus en plus une multiplicité d'acteurs hétérogènes. Donc en termes de secteurs, hein, quand je dis par exemple la performance énergétique, on va avoir des énergéticiens, des entreprises par exemple qui vont produire des déchets à partir desquels elles vont, via les usines d'incinération, produire de l'énergie qui vont alimenter des réseaux de chaleur. Dans le champ de l'énergie, on va avoir donc, je vous ai dit, les producteurs de vêtements. Voilà, donc il y a une multiplicité d'acteurs hétérogènes par le secteur auquel ils appartiennent, mais aussi par leur taille. Donc moi, je fais à Sciences Po un cours sur les acteurs privés de la ville, et j'essaye de regarder plusieurs familles, en fait, et on voit bien que ces familles aujourd'hui se combinent, hein, la famille des entreprises de services urbains, des acteurs de l'immobilier, mais les plateformes numériques, j'y reviendrai tout à l'heure, arrivent avec un modèle économique radicalement différent. Et pareil, je pense que le champ de l'économie sociale et solidaire est en train de devenir un peu un ferment d'invention de modèles économiques, et on voit bien qu'il y a une hybridation, en tout cas dans le domaine de l'immobilier et de l'aménagement, il y a une hybridation beaucoup plus forte entre les acteurs traditionnels de l'immobilier et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, une multiplicité d'acteurs hétérogènes, mais qui sont tous interdépendants pour fonctionner. Un brouillage croissant entre services publics et offres privées. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi ce que traduit, par exemple, le MAS. Hein, c'est-à-dire que, et ça, c'est un vrai changement. Alors, pardon, je ne l'ai pas mis, mais on pourrait dire à gauche du tableau, c'est le point de vue de c'était le schéma où c'était la collectivité, elle était en amont du service, en fait, et puis en aval, j'avais d'usagers. Et c'est vrai que donc pour travailler pas mal, et notamment ces travaux-là, on les a conduits en partenariat avec quelques métropoles, on voit bien que finalement, les collectivités ont sans doute parfois tendance à se penser comme le fournisseur exclusif des services aux habitants des villes. Or, moi, je pense qu'il faut prendre conscience que de fait, elles ne deviennent ou elles ne sont qu'un des acteurs de la fourniture de services urbains aux habitants des villes. Et dernier point, donc un brouillage croissant entre services publics et offres privées. Dernier point, c'est un paysage mouvant et incertain. Et ça, c'est notamment lié, on va dire à toutes les crises justement qu'on voit, je ne vais pas revenir dessus, mais aussi à la nature des acteurs qui rentrent dans l'écosystème. Les plateformes numériques, en fait, leur modèle économique, qui est fondé notamment sur l'idée du winner take it all, hein, vous savez, l'idée de pouvoir arriver à être le premier sur le marché pour pouvoir ensuite acquérir une place dominante, fait que, par exemple, les trottinettes électriques, le fait qu'il y ait eu beaucoup de trottinettes électriques ou de vélos à un moment donné sur les trottoirs, c'était lié pas simplement à un engouement par les habitants des villes, mais bien à un modèle économique qui fait qu'à un moment donné, il y a une offre très abondante et puis pof, l'offre s'arrête. Et on a la même chose côté acteurs de l'économie sociale et solidaire, où finalement, on a souvent des structures qui peuvent, pour certaines d'entre elles, être assez fragiles en termes de modèle économique. Et donc, voilà, tout ça rend ce paysage mouvant et incertain. Et donc, il me semble que c'est vraiment là une question qui est clé, et ça modifie complètement
la manière pour les collectivités de piloter ce nouveau paysage de la fabrique urbaine, parce qu'avant, c'est le schéma avant, eh bien finalement, elles étaient assez habituées à être l'autorité organisatrice, enfin en tout cas le donneur d'ordre, la maîtrise d'ouvrage, et à travailler par exemple dans le champ des services publics, dans le cadre d'outils de la commande publique, où elle travaillait avec un unique interlocuteur dans le cadre d'une relation où chacun restait bien dans son secteur. Et donc la question qui se pose, me semble-t-il, c'est comment les collectivités gouvernent ces écosystèmes et quelle place elles doivent occuper. Est-ce qu'elles doivent être toujours en amont? Est-ce qu'elles doivent être présentes sur certains maillons de la chaîne? Est-ce qu'elles doivent devenir des agrégateurs de mobilité as a service? Sur la mobilité as a service, une des questions, c'est bien qui est l'agrégateur? Est-ce que c'est un agrégateur public? Celui d'Helsinki était, sauf erreur, monté au départ par un opérateur privé qui n'était pas la collectivité. Mulhouse, je crois, avait mis en place un opérateur de mobilité as a service public. Donc voilà, la question, c'est où est-ce que je me positionne sur la chaîne de valeur, sachant que le positionnement au plus près de l'usager devient peut-être l'élément qui permet de contrôler en fait la chaîne de valeur ou l'écosystème. Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faut que j'aille en fait, on utilise, j'aurais dû mettre une slide supplémentaire, donc pour le moment, je vous propose de vous concentrer juste sur le tableau, parce qu'il est en jaune. Ce tableau, vous devez le connaître, c'est ce qu'on appelle le Business Model Canvas, ou matrice de modèle économique qui avait été formalisée par Osterwalder et Pigneur. C'est souvent un outil qui est très utilisé dans les startups. Et en fait, on fait l'hypothèse que c'est un outil qui peut être mobilisé notamment par les collectivités locales et les opérateurs de services urbains. Alors, plus on l'utilise, plus on l'aime. Enfin, nous, en tout cas, dans l'équipe. Et c'est vraiment cette idée, il y a plusieurs idées, mais quand même, de se dire que d'abord, enfin, alors là, d'un point de vue qui est peut-être moins le vôtre, mais qui est celui du financement de l'action publique, penser la question des coûts et des revenus n'a de sens que si on pense la proposition de valeur. Et il nous semble que de ce point de vue-là, les collectivités locales doivent peut-être, lorsqu'elles justement se plaignent souvent de la baisse des dotations de l'État, doivent questionner quelle est la bonne offre de service. Notre proposition de valeur peut faire un peu connoté business, donc on va dire pour offre de service des collectivités locales. Ce que ça dit aussi, c'est que justement le passage de ce qu'on pourrait, d'un modèle alors pipeline, modèle ancien à un modèle as a service, eh bien c'est le fait que justement côté segment de clientèle, j'ai donc plutôt des personas. Côté proposition de valeur, eh bien, on voit que la proposition de valeur avant, en fait, c'était d'apporter une solution à un besoin exprimé. Dans le as a service, c'est sans doute davantage de reformuler le besoin pour apporter la solution pertinente. Ça, c'est vraiment la solution, c'est vraiment l'approche solution. Et puis, justement, la question des partenaires clés, elle devient majeure. Les partenaires clés, c'est tous ceux qu'on a trouvés dans l'écosystème, en fait. Des partenaires clés qui sont bien des partenaires et non pas des prestataires. Voilà. Et puis la question des activités clés, elle est là aussi majeure. Quelles sont les briques que l'agrégateur un opérateur de quelque chose as a service doit maîtriser? Est-ce que c'est uniquement la brique information? Est-ce que c'est la brique paiement? Est-ce que c'est d'autres briques? Et puis la question, c'est ces briques qu'il doit maîtriser, est-ce qu'il doit les opérer lui-même ou pas? Je trouve que de ce point de vue-là, l'évolution de la SNCF était assez emblématique. Je crois qu'en 2012, la SNCF disait, je caricature un peu, puis je ne consolidate, mais mon ennemi, c'est la Deutsche Bahn. En 2018, c'était mon ennemi, c'est Blablacar. En 2019, mon ennemi, c'est, mon concurrent, c'est l'Autosoliste. Et après, il y avait la question de savoir, quand SNCF s'est transformé en Oui SNCF, donc en affichant clairement son objectif de devenir un opérateur de mobilité as a service et une plateforme de services de mobilité, la question, c'était quelles sont les briques que je maîtrise ou pas. Et donc, au départ, je crois qu'ils voulaient opérer eux-mêmes du covoiturage, et puis finalement, ils ont décidé de le faire en partenariat. Donc, cette question des activités clés, elle est majeure. Et puis, il y a une brique sur laquelle je vais revenir, un élément de la matrice qui est très important, c'est la question des ressources clés. Quelles sont les ressources clés des opérateurs de l'écosystème sur lesquelles, encore une fois, là, je me place du point de vue de la collectivité locale qui veut réguler son écosystème, qui veut, faire en sorte, pas tout contrôler, mais les faire agir sans tout maîtriser. Donc, quelles sont les ressources clés? Non pas clés pour moi, collectivité, mais clés pour mes partenaires que je maîtrise. Alors, il y a la question du foncier, par exemple.
il y a la question financière, il y a la question des autorisations, par exemple, pour construire. Et puis, il y a une autre source qu'on va voir. Voilà. Et puis, donc, dans les leviers, on voit bien que, on va dire peut-être que l'outil un peu classique d'avant, c'était la délégation de services publics, la commande publique. Et aujourd'hui, sans doute que les outils comme les chartes, comme on l'a vu avec les trottinettes ou dans le domaine de la promotion immobilière, les appels à projets, qui permettent d'élargir l'écosystème, ou l'économie mixte sont des outils justement qui permettent pour les collectivités de jouer un rôle dans ces écosystèmes. Alors, donc je vais passer un peu plus vite. Voilà, donc je voulais faire un zoom sur une ressource clé. Bon, je pense que du coup, vu l'introduction, vous avez compris de quelle ressource clé je vais parler. Je sais pas, voilà. Voilà, donc je suis partie du schéma là qui est dans le petit tableau de la chaire, en fait. Voilà, donc l'idée c'est que la chaire est au cœur, je traduis, hein, de la mobilité as a service, de la vie urbaine et des mobilités du futur, moi je veux dire la qualité urbaine, et puis des infrastructures. Alors moi quand j'ai vu ce schéma, forcément, je me suis dit ce qui est au milieu, c'est pas la chaire, enfin il y a la chaire, mais c'est surtout le trottoir, voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire que je suis un peu obnubilée, mais pourquoi le trottoir? Alors, quand même, juste vous dire que c'est précisément venu de ces travaux qu'on menait sur le basculement de la ville des infrastructures, la ville des plateformes. Parce que, en fait, notre idée, c'était de dire finalement ce qui... alors, attends, je vais le dire après. Alors, le point de départ, c'était deux choses, en fait. Ça a été la lecture de ce livre, hein, que je vous recommande. Enfin, vous pouvez d'abord acheter Trottoir et puis ensuite vous achetez les chiffonniers de Paris. Mais les chiffonniers de Paris, c'est d'Antoine Compagnon. C'est vraiment un livre extraordinaire qui date de 2017 en fait. Et donc vous voyez, c'est un livre en fait. Alors c'est Antoine Compagnon, c'est le professeur au Collège de France, écrit sur Montaigne, Pascal. Il s'intéresse aux chiffonniers parce que il en fait la métaphore du poète qui transforme la boue en or, et il montre comment la figure du chiffonnier irrigue toute la littérature du 19e siècle. Et vous voyez, là, on voit les attributs du chiffonnier. Bon, il y a sa hotte, son crochet, et puis il y a la borne. Et pourquoi il y a la borne? Parce que les chiffonniers, en fait, ils opéraient dans des rues qui étaient sans trottoir. Alors, je ne sais pas si vous savez de quand datent les trottoirs. Enfin, juste quand même, pour tester. Alors, c'est pendu. Alors, en fait, il y en avait à Pompéi. Donc, en fait, des trottoirs existaient à Pompéi. Ils existaient même, paraît-il, enfin, j'ai pas vérifié, hein, c'était en moins de, enfin, oui, j'ai pas vérifié, j'ai pas 4000 ans, mais en moins 2000 en Turquie. Mais donc, en tout cas, il y avait des trottoirs à Pompéi. Là, c'est vrai que je vous ai pas mis, il y a des aquarelles. Je sais pas si vous prenez le métro à Montparnasse, vous avez des aquarelles de Jean-Claude Golvin, qui est un architecte archéologue. Et notamment, il montre des vues, des dessins de la rue de l'Abondance. Et vous voyez les trottoirs, en fait, qui étaient surélevés, qui permettaient, en fait, qui avaient une fonction beaucoup liée à l'hydraulique et au réseau. Il y avait des canalisations qui couraient sous les trottoirs. Donc, les trottoirs existaient à l'époque de l'Antiquité romaine, puis ils disparaissent en fait des villes européennes et ils réapparaissent alors en 1666 à Londres. Il y a eu un grand incendie et à ce moment-là, il y a eu des premiers trottoirs qui ont été construits. Puis ensuite, en 1762, vous avez le Westminster Paving Act. Donc, il y a des trottoirs à Londres qui se généralisent au XVIIe siècle. En France, en fait, on a des trottoirs sur le Pont-Neuf, mais c'est plutôt des banquettes. Donc là, on est en 1510. Et puis, les premiers trottoirs apparaissent rue de l'Odéon. Alors, après, je m'arrête parce qu'en fait, je pourrais partir là-dessus. En 1781, en même temps que Jean-Sébastien Mercier écrit les tableaux de Paris. Et notamment, les tableaux de Paris, ça décrit les rues d'avant le trottoir. Donc, vous voyez, c'est des rues qui sont très sales. Et là, vous avez en fait donc une figure de ces petits métiers d'avant le trottoir, qui était donc le chiffonnier, les porteurs d'eau. Et puis ici, c'est les décrotteurs. Donc là, vous voyez, en fait, ça s'appelle passer-payer, c'était leur surnom, puisqu'ils aidaient les dames élégantes, en fait, à traverser la rue sur des espèces de passerelles, enfin des planches en bois. Et donc, en fait, c'est en lisant ce livre, si vous voulez, que j'ai appris que les trottoirs, donc, en réalité, se généralisaient au milieu du 19e siècle. Parce que la date importante, c'est 1845. C'est une loi sur le financement des trottoirs
qui va faire en sorte en fait que la question c'est qui finance le trottoir finalement. Est-ce que c'est plutôt le propriétaire riverain ou est-ce que c'est la collectivité? Et la loi de 1845 acte le fait qu'il va y avoir un financement public plus important. Et 1845, vous le savez, c'est aussi, j'ai pas mis le diagramme, hein, mais c'est vraiment la constitution des grands réseaux. On est un peu avant Haussmann, hein, et puis ça se poursuit sous Haussmann. Et donc, si vous voulez, le trottoir, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il coïncide avec la ville des infrastructures. Et il coïncide temporellement, mais aussi physiquement, parce que c'est sous le trottoir qu'on va mettre des infrastructures. Et finalement, la ville des infrastructures, cette ville des réseaux, c'est vraiment le modèle qui structure le financement et la délivrance des services urbains en France jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est très important du point de vue financier parce que derrière, c'est aussi des solutions de financement. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est un paradigme qui aujourd'hui me semble questionné, c'est le passage de solutions individuelles à des solutions collectives. Je dis pourquoi c'est questionné, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que la question des solutions collectives du réseau sont réinterrogées. Et puis, Sidewalk en anglais, c'est le nom qu'a donné Google à sa filiale dédiée aux affaires urbaines qui développait le projet urbain de Toronto, hein, qui avait été très controversé, qui s'est arrêté en 2020. Et donc finalement, le trottoir invitait à se demander, mais est-ce que c'est pas l'objet qui symbolise justement le basculement de la ville des infrastructures à la ville des plateformes, au sens où certes les infrastructures restent nécessaires, mais les plateformes deviennent des opérateurs de délivrance des services urbains en fait. Voilà, donc voilà le trottoir. Et alors, une fois qu'on regarde le trottoir, il y avait notamment beaucoup de travaux aux États-Unis dans les années 2007, 2018, 2019 sur le curb management. Alors le curb, c'est pas tout à fait le trottoir. Le curb, c'est la frontière entre le trottoir et la chaussée, et ça inclut notamment la bande de stationnement. Donc plein de travaux, là je ne les ai pas cités, hein, mais si vous pourrez trouver les références hein, sur mon site si ça vous intéresse. Et ce qui me frappait, c'était le fait qu'on avait finalement une intensification des occupations du trottoir. Alors, on a toujours eu les occupations traditionnelles fixes et mobiles. Je passe, hein, enfin, piétons, pieds cyclables, stationnement. Et puis, on a eu les nouvelles occupations liées aux nouvelles mobilités et à la livraison. Et ça, c'est vraiment un effet du numérique pour deux raisons. C'est lié à un effet du numérique parce qu'aujourd'hui, les habitants des villes ont presque tous, après ça peut poser d'autres questions, mais un smartphone, enfin un super ordinateur dans leur poche qui leur permet d'être géolocalisés et d'émettre et de recevoir des informations. Et puis, effet du numérique, du fait des 3 lois de l'économie numérique dont j'en citais une tout à l'heure, hein, l'idée des effets de réseau, c'est Dominique Cardon et Dominique Boulier qui les mettent bien en évidence. Hein, l'idée des effets de réseau, hein, plus il y a de clients et plus la plateforme devient performante. C'est les effets aussi de rendement croissant. Contrairement à l'économie traditionnelle, à un moment donné, vous êtes contraint par les limites physiques. Là, vous pouvez croître à l'infini, en caricaturant. Et puis, cette idée de celui qui prend une position dominante permet d'assécher la concurrence. Donc, là-dessus, c'est des occupations qui sont sur le trottoir. Voilà, donc les trottinettes électriques, la livraison, comment s'appelle, des casiers, par exemple Amazon. Et puis, on voit aussi se multiplier de nouveaux entrants avec la contrainte environnementale, donc les bandes rafraîchissantes, les arbres, les plantations, les mini-composts, les bandes d'apport volontaire. Et aujourd'hui, cette multiplication, je pense que c'est vraiment le sujet numéro 1 avec tout un sujet sur la question justement de l'adaptation des villes au changement climatique. Et puis j'avais rajouté voilà, tout ce qui était lié à la distanciation physique pendant la pandémie, mais on voit bien que le trottoir est finalement une infrastructure de santé, en même temps qu'il est une infrastructure de sport. Hein, de plus en plus de sports se font soit au moyen de mobilier sur le trottoir, soit par exemple l'Agence parisienne d'urbanisme, justement à recenser les trottoirs permettant des parcours sportifs. Et donc, ça me permet d'insister sur, du coup, pour le coup, la différence d'approche par rapport à la question de la mobilité. C'est-à-dire qu'il me semble que la mobilité, elle regarde le trottoir, alors elle va le regarder, me semble-t-il, de deux manières, soit comme le lieu du piéton. Et moi, mon propos, c'est de dire, alors évidemment, j'oublie pas le piéton, voilà, mais que le piéton, en fait, n'est pas l'occupant exclusif du trottoir et que je pense qu'il faut avoir conscience. Alors, ce que je vous dis, ça dépend évidemment des trottoirs. Ici, on a des trottoirs très larges, moins d'occupants, donc c'est sans doute un peu moins vrai. Mais par contre, on a des bornes électriques de recharge. C'est que première idée, si vous voulez, c'est que le trottoir n'est pas que l'espace du piéton. Il est aussi l'espace du riverain et il est aussi l'espace de multiples occupants qui sont derrière ces occupations.
Première idée. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est d'aborder la dimension statique de la rue, qui est le trottoir, alors que la mobilité voit finalement la chaussée comme une voie de circulation et le trottoir comme la voie de circulation des piétons, en fait. Or, je pense que la dimension statique, en fait, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais statique que représente le trottoir, elle est absolument majeure, notamment par rapport à des questions justement sur la qualité de vie. Et puis, c'est par ailleurs encore plus vrai si on va dans certains pays d'Asie ou d'Afrique. Voilà, donc ça, c'était premier élément. Donc, essayer de prendre un pas de côté. Voilà, le trottoir, c'est pas que l'espace du piéton. Et deux, la rue, c'est pas que un couloir de mobilité, en fait. Et puis, deuxième idée, c'était que le trottoir pour une rue donnée, alors même si on peut un peu l'agrandir, en mangeant sur la chaussée, mais en même temps, il y a les pistes cyclables qui veulent venir. On peut l'agrandir en allant sous les rez-de-chaussée. C'est notamment les travaux de David Mangin sur les raies de ville, avec cette idée que le rez de ville aujourd'hui est de plus en plus considéré comme le lieu d'invention d'un commun et une manière, en fait, de dire qu'il appartient peut-être plus au trottoir et à la rue dont il est le prolongement qu'à l'immeuble dont il est le soubassement. Alors, on peut aussi supprimer les places de stationnement. Là, c'était en 2020, lorsque la ville de Paris avait supprimé la moitié des places de stationnement. Elle avait fait un sondage, enfin une enquête auprès des Parisiens en ligne, par quoi vous voulez les remplacer. Donc, on voyait là tous les petits occupants. Et donc, c'est l'idée de dire que dans beaucoup d'endroits, la multiplication des occupants du trottoir sur un espace qui est en quantité limitée fait que le trottoir devient rare. Et donc là, on est dans les nouvelles raretés que j'évoquais tout à l'heure. Qui dit nouvelle rareté dit nouvelle valeur. Ça pose des questions de se dire valeur pour qui, en fait. Et donc, évidemment, un occupant de trottoir, c'est Amazon. Je vous ai mis ces schémas parce que je trouve que les images de The Economist sont souvent assez parlantes, en fait. Ce schéma, vous voyez, ça c'était en 2014. À l'époque, Amazon était encore un livreur de livres et la question c'était est-ce qu'il va livrer des livres, en fait, sur la Lune. Et puis, vous voyez, hop, 2017, il atterrit comme une plateforme soucoupe volante sur des villes un peu... voilà, des grandes villes, mais dans un monde un peu futuriste. Et aujourd'hui, 2022, là, c'est Place de l'Europe dans le 8e ou 17e, et là, c'est Rue Bleue dans le 9e. Bien, on voit que ça devient un lieu de déchargement pour les véhicules de stationnement. La Avis, donc encore une fois, c'est trottoir et bord de stationnement, pour les livreurs Amazon, pour les casiers. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le trottoir, il est rare, mais il représente par ailleurs une ressource clé pour un certain nombre d'acteurs pour fonctionner. Sans trottoir, Amazon finalement ne peut pas fonctionner. Et donc, eh bien, si je reviens à mon schéma tout à l'heure, alors là, il est en anglais parce que je l'avais fait, c'est un article qu'on avait fait en anglais sur The New Value of Curbs avec Nathan Benamouzik dans la revue Articulo, qui est sortie l'année dernière. Et donc, c'est de se dire, justement, il faut avoir conscience, donc ça, c'était plutôt un message à destination, là encore, des collectivités, avoir conscience que, le trottoir, c'est une ressource clé, par exemple, pour Amazon. Et aujourd'hui, les trottoirs sont plutôt de domanialité publique. Et ça, je disais ça parce que moi, je travaillais beaucoup avec des aménageurs et des promoteurs. Et il y avait, sur des opérations où on avait tendance, où l'idée, c'était un peu de se dire, l'espace public coûte cher à fabriquer et cher à entretenir. Donc, on va plutôt le confier à des promoteurs dans le cadre de Macrolo qui ensuite le confieront, puisque le promoteur disparaît après la livraison, aux propriétaires de l'ensemble dans le cadre de copropriété ou d'associations syndicales libres. Voilà. Donc c'était un peu cette idée de se dire, mais voilà, prenez conscience de la valeur du trottoir, que c'est un actif clé au sens où c'est une ressource que vous maîtrisez et c'est ça qui va vous permettre de réguler l'écosystème. Par exemple, qui va vous permettre de réguler ces fameuses plateformes dont on dit qu'on les régule que par les données, mais il y a aussi on peut les réguler par d'autres ressources clés. Voilà. Et puis alors après, là, c'est une vue de la rue Richer, qui est l'ancien grand égout de Paris. C'était aussi de se dire, finalement, on peut même zoomer et se dire qu'il y a vraiment certaines parties du trottoir qui sont des ressources clés pour certains types d'occupants. Là, je l'ai pas remis, mais à un moment donné, j'avais un peu regardé pendant le confinement les opérateurs de click and collect. Vous voyez, vous avez des analyses de parcours sur le trottoir qui sont faites, qui sont faites de manière extrêmement minutieuse. C'est-à-dire que vraiment, pour un certain nombre d'opérateurs, cette question de combien de temps on va passer devant le trottoir devient majeure. Voilà. Donc c'est cette idée que le trottoir devient une ressource clé.
Voilà. Alors après, du coup, ça pose la question de... Ah oui, pardon, si je revenir là-dessus, j'avais fait une petite mission avec 15 marches Stéphane Schutz pour... c'est plutôt celle-ci, pour l'agence de mobilité durable de Montréal. Et c'était une mission qui était une mission a priori hyper pointue, qui était sur quelles applications de paiement du stationnement tarifé sur rue il fallait choisir. Et en fait, je trouvais que cette question, vous voyez, c'est une question qui apparaît très précise. Et en réalité, justement, l'idée, c'était de dire, mais attendez, la question, elle est absolument majeure pour deux raisons. Parce que, un, le paiement, c'est pas n'importe quelle brique, c'est la brique qui vous permet d'agréger des bouquets de services. Et deuxièmement, une place de stationnement, c'est pas qu'une place qui sert à stationnement, c'est 10 mètres carrés, 5 par 2, 10 mètres carrés de l'espace qui a le plus de valeur dans la ville, en fait. Et donc, quand vous vous posez la question de quelle application de stationnement tarifé sur rue, en réalité, la question, elle est éminemment stratégique et elle doit être élargie. Bam bam, alors je passe. Ah oui, donc sur la question de payer. Alors là, je vous ai mis à gauche, donc je ne sais pas si vous reconnaissez la rue où il y a ce péage piéton. Non, vous voyez, c'est un panneau péage piéton à 100 mètres et c'est 8 € hein, le péage piéton. Donc est-ce que vous voyez où c'est? Alors, c'est à Lyon, mais en fait, ça n'existe pas. C'est un travail qui a été fait par Nicolas Nova dans le cadre d'un chantier pour la direction de la prospective du Grand Lyon, où en fait, il a fait des images prospectives de la mobilité, des rues de demain. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en les voyant, notamment, il imagine aussi une livraison par drone, et en les voyant, tout d'un coup, ça permet de se poser des questions. Si j'habite sur rue avec une fenêtre, un balcon, je serais peut-être plus favorisée si demain j'ai... Donc voilà, donc ça c'était juste pour interpeller sur le péage piéton, mais c'est peut-être une source de financement pour. Voilà. Donc voilà, pour dire que ici c'est pour dire que aborder évidemment la question de la tarification de l'espace public, je reviendrai. De l'espace public, c'est évidemment un sujet assez tabou en fait, puisque par principe, notamment pour les architectes urbanistes, il y a l'idée que les espaces publics ils sont libres d'accès et gratuits. Alors évidemment, c'est pas le cas déjà, puisque les commerçants payent, mais néanmoins, l'idée c'est justement, et là je rejoins sur ce que vous disiez sur faire payer les pollueurs, en fait, c'est de se dire, est-ce qu'il est normal que certains acteurs qui utilisent le trottoir comme ressource clé, par exemple, un acteur que je viens de citer comme Amazon, est-ce que c'est normal qu'il ne paye pas pour l'utilisation de cette ressource clé en fait? Et du coup, l'idée c'était peut-être de se dire finalement, à la différence des Dupont T et des Dupont D de Tintin, c'est pareil. En fait, il faut distinguer le trottoir marchand avec un T et le trottoir marchand avec un D. Il s'agirait sans doute pas de faire payer les gens qui marchent dans la rue. En revanche, peut-être qu'il faut se poser. Quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il faut le faire. De toute façon, je pense que chaque réponse est éminemment conditionnelle, mais que néanmoins, je pense que la question mérite d'être posée, de savoir à un moment donné, effectivement, quelle est la valeur du trottoir, parce que de toute façon, je pense que si les collectivités ne se la posent pas, d'autres se la poseront pour eux, en fait. Voilà. Et puis juste redire, il y a ces occupants du trottoir, et puis il y a un vrai sujet justement sur aussi la question du financement du trottoir, moi je fais l'hypothèse, on va voir, parce que là, les promoteurs vont pas très bien, mais que les investisseurs en tout cas peuvent financer des trottoirs. En Angleterre, vous avez ce qu'on appelle des POPs, Privately Owned Public Spaces, excusez-moi pour l'anglais, qui sont en fait des espaces publics qui appartiennent à des opérateurs privés, et les trottoirs sont privés. L'argument, c'est que l'espace public en fait est considéré comme un élément qui garantit la valeur du quartier dans le temps. Voilà, ça me permet juste de faire un point qui est de dire quand même, je pense que de s'intéresser au trottoir plutôt qu'à l'espace public, c'est vraiment un choix en fait il faut que j'accélère. Ouais, ouais, alors voilà, c'était ouais, de rétrécir. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée que l'espace public. Bon bref, je répondrai si vous voulez sur pourquoi le trottoir plutôt que l'espace public. Alors l'enjeu d'information, c'était juste pour dire, mais ça, voilà, c'était l'enjeu de se dire en fait. Moi, ce qui me frappe, c'est que de plus en plus, l'accès à l'espace public passe. Que l'accès à l'espace public passe par l'information sur l'espace public, et que cette information sur l'espace public, elle est portée par justement des nouveaux acteurs, et que là, c'est un vrai changement. Là, je vous renvoie à l'article de Vraiment sur Google. En fait, c'est un vrai changement sur qui tient la carte. La carte, ça a quand même toujours été un instrument de pouvoir. Et donc, là, j'avais mis, du coup, là, c'était un défilé de mode. C'était une agence d'archi qui avait organisé ça, PCA. C'est un défilé de mode anti-capteur, en fait. Parce que du coup, vous êtes perçus comme des girafes, en fait. Enfin, voilà. Donc, je trouvais ça marrant de voir après des détournements. Mais c'est surtout l'idée
l'idée de se dire, voilà, qui tient la carte. Donc ça, j'ai pris la carte d'ici. Bon, bah voilà. Donc il y a Ogloubi Boulga qui est juste à côté, le Julies, 2 étoiles, tel prix. Là, il y a quelque chose. L'EDF, là, bah, oui, bah d'ailleurs, ils informent sur les travaux. Mieux que peut-être Citymapper ou que plutôt l'application de la RATP. Bon voilà, et donc là, et alors du coup la question c'est vraiment de réfléchir à quel est le modèle économique qui est derrière. Enfin, et juste un mot parce que ça me paraît un sujet absolument majeur. C'est que ce qui me frappe, c'est que on a beaucoup parlé dans le débat de Uber, Amazon, Airbnb, et je trouve que Google Maps passe complètement sur les radars. Or, je pense qu'il y a un vrai sujet, et l'hypothèse que je fais, c'est que le fait qu'il soit gratuit pour vous et moi, c'est que ça marche comme une cape d'invisibilité. On a l'impression que c'est gratuit, donc on ne questionne pas. Et là-dessus, je vous renvoie aux travaux de Christian Quest d'OpenStreetMap qui dit finalement, alors d'abord, on est sur un modèle économique qui est un modèle économique de plateforme multiface, hein, donc il y a plusieurs sources de payants, de contributeurs. Oui, après, je m'arrêterai, mais c'était juste pour. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est que le gratuit dans la ville, il est en train de changer de nature, en fait. Avant, le gratuit, il était fondé sur le couple usager-contribuable. C'était gratuit pour l'usager parce que c'était payé par le contribuable. Ce que permettent les modèles des plateformes multifaces, comme Google Maps, c'est des modèles premium, c'est des modèles où c'est gratuit pour l'utilisateur, mais c'est payé par une autre face, qui sont les annonceurs. Et derrière, ça pose des vraies questions de comment on représente la ville et aussi du modèle économique qui est derrière. C'était en 2018, hein, il y avait des grandes chutes de neige sur le département de la Savoie. Tout le monde s'était connecté sur le site de la préfecture qui utilisait un fond de plan Google Maps et ça avait saturé parce que, en fait, au-delà d'un certain quota, c'était payant. Et donc, voilà, ce que disait Christian Quest, c'est un peu le modèle des dealers de crack. Les premières doses sont gratuites, puis quand on devient accro, ça devient payant et ça devient très cher. Et donc ça, je pense que cette question de la couche informationnelle, enfin, peut-être que vous le traitez ici, mais moi, dans l'univers qui est le mien, il n'est pas tellement traité et je m'étonne encore de la raison. Voilà, alors, voilà. Et puis après, il y avait un autre sujet qui est le curb management, qui est une pratique américaine. Enfin, alors, je me pose la question quand même de pourquoi elle n'a pas essaimé en France et je me demande si c'est pas lié, notamment au fait que la physionomie des rues est moins standard. Bon. Voilà, et puis ensuite, c'était d'ouvrir justement sur cette idée des différentes couches. Voilà. Voilà, nouveaux enjeux, c'était quelle prochaine bataille du trottoir? J'arrête. Vous voulez que j'arrête? Ou vous me donnez 2 minutes pour Tom? Ouais. Oui, quelle prochaine bataille du trottoir? Bataille, c'est cette idée d'insister sur la rareté, en fait. Voilà, et de se dire que s'il y a des batailles du trottoir, c'est parce que le trottoir, c'est à la fois un espace rare et c'est parce que sur le trottoir arrivent de nouvelles innovations. Voilà, bon, juste j'aime bien celle-là, c'est en 1882, c'est un architecte belge qui se plaignait contre l'arrivée des voitures renfermant des enfants poussés par des bonnes ou les mères, parce que c'était pas bon pour la santé, c'était des poussettes en fait qui venaient de faire leur apparition sur les trottoirs. Et je pense que les prochaines batailles, ce sera autour du végétal, de la désimperméabilisation. Voilà, puis là j'avais repris cette image pour dire que effectivement la question c'est quelle gouvernance des trottoirs, parce qu'en réalité tout ça, il y a plein d'acteurs et plein de services au sein d'une collectivité qui les gère, alors même que la gestion est extrêmement doit être plus systémique. Et puis voilà, là je m'étais amusée sur ça serait quoi un bouquet de services du trottoir as a service. J'étais partie sur c'était en 2020, c'était Federer qui avait investi dans une start-up qui faisait des baskets sur abonnement. Alors du coup, je m'étais dit ça alors. Et c'était François Bélanger. Alors pourquoi? Au nom de l'économie circulaire, puisque ça permet de mieux recycler en fait la basket. Et en 2010, François Bélanger, qui anime le site de prospective Transit City, disait si la mobilité de demain, c'est pas simplement un smartphone et une paire de baskets. Et du coup, je trouve que ça reste très vrai. Et finalement, c'est de se dire, ça serait quoi en fait un abonnement à un bouquet de trottoir as a service qui comprendrait une chaussure par trimestre, 2 repas livrés, un pass Navigo, un accès à un espace vert, un peu de compostage, une recharge électrique. Et du coup, ça pose la question de qui les opère. Et donc, voilà, je pense qu'il y a pas mal de changements autour du trottoir qu'il faut regarder. Et que ça intéresse plein d'acteurs. Et pour finir, du coup, là, c'est vraiment la dernière slide. Du coup, j'ai remis en fait l'article dans la revue en ligne, d'Uzbek Erika, qui a repris une interview sur mon livre sur on peut lire l'avenir de la ville dans les lignes des trottoirs. J'avais repris ça en fait d'un éditorialiste américain qui disait pour lire l'avenir des villes, regardez le trottoir. Voilà, là, je vous ai mis 2 images qui illustrent justement les changements liés au trottoir. Et puis plus largement, vraiment, là, j'arrête. C'est 2 invitations. C'est l'invitation de Georges Perec. Alors, c'est un peu prétentieux, mais à regarder l'infraordinaire. Voilà. Et le trottoir, c'est vraiment cet objet du quotidien qu'on ne regarde pas et qui pourtant dit beaucoup. Et puis, c'est cette invitation aussi à regarder, apprendre à voir. Et je crois que cet apprendre à voir, c'est vraiment quelque chose qui ressort.
Voilà. Et puis, du coup, je me suis permis de vous mettre les ressources. Voilà, sur les modèles économiques urbains, c'est en ligne gratuitement sur modelséconomiquesurbains.com. Il y a pas mal d'éléments que j'ai repris dans le carnet d'économie urbaine que j'avais fait, qui est en ligne aussi. Et puis voilà le livre sur les trottoirs qui est sorti en mai.